Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 30 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Jane, une employée de maison follement amoureuse d'un jeune homme dont elle parle à longueur de journée. D'ailleurs, elle est aux anges puisqu'il vient de la demander en fiançailles. Mais au fil des jours, la famille pour laquelle elle travaille observe un changement étrange dans le comportement de la jeune fille. C'est un récit rempli d'un humour très anglais d'Herbert George Wells, traduit par Henri Davray et intitulé « La déconvenue de Jane ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On a souvent tendance à laisser les tracas du quotidien prendre une place démesurée dans notre esprit, à leur donner une importance qu'ils n'ont pas réellement, même s'ils semblent prendre tout l'espace quand on y pense. Notre séance de relaxation ce soir est une petite méditation de pleine conscience, une invitation à cesser de prendre la vie trop au sérieux, à cesser de se prendre le chou pour des choses qui ne sont pas vraiment essentielles, et à simplement concentrer son attention sur le moment présent. Mettez-vous à l'aise, dans la position que vous souhaitez, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va commencer par prendre une longue inspiration et on laisse aller toutes les préoccupations de la journée à l'expire. On va prendre une seconde inspiration, lente et profonde, et on laisse aller tout le stress et les tensions accumulées à l'expire. On va doucement laisser notre respiration reprendre son rythme naturel. Devenir légère et calme. Et simplement suivre ces mouvements pendant quelques instants. Sans attente, se concentrant sur l'instant présent. À chaque inspiration et à chaque expiration. Des pensées apparaissent peut-être. Essayez de les observer sans attache. Sans jugement. Comme si vous acceptiez leur présence mais sans leur porter beaucoup d'attention. Et recentrez doucement votre attention sur votre respiration, en laissant ces pensées se disperser un peu plus à chaque expire.
Faites en sorte, comme d'habitude, de vous assurer que vos muscles sont parfaitement détendus, notamment au niveau de la mâchoire, de la langue, et des épaules. Continuez d'observer vos sensations. Les appuis de votre corps contre le matelas. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Votre ventre qui monte et qui descend. Laissez votre respiration s'apaiser, s'adoucir, et votre corps s'enfoncer dans le matelas un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. De mon cabinet de travail où je suis en train d'écrire, je puis entendre un bruit de balai et de pelle à poussière. C'est Jane, notre bonne, qui descend l'escalier. Jadis, en s'accompagnant de ses instruments, elle entonnait des cantiques, ou l'air qu'une vogue momentanée rendait presque national. Mais depuis quelques mois, elle ne chantait plus, et même elle paraissait apporter tout son soin à sa besogne. Il fut un temps où j'aurais payé cher un tel silence, et ma femme une telle assiduité. Maintenant que nos vœux sont exaucés, nous n'en ressentons pas tout le contentement que nous imaginions. Pour être franc, et bien qu'il y ait une petite lâcheté à l'avouer, j'éprouverais un secret plaisir à entendre Jane fredonner des i ou même casser une assiette. Au besoin, une des belles assiettes vertes de Fémy, au moins ainsi serais-je certain que la période fatale tire à sa fin. Pourtant, combien nous désirions ne plus rien savoir,
du bon ami de Jane avant qu'elle-même cessât d'en parler. Jane a toujours été libre de langage avec ma femme. Elle discourait admirablement dans la cuisine sur une infinie variété de sujets, à tel point qu'il m'arrivait parfois, notre maison n'est pas très grande, de laisser ouverte la porte de mon cabinet pour suivre la conversation. Mais depuis la venue de William, c'était toujours William. Rien que William, William par-ci, William par-là, et quand nous croyions le sujet épuisé, elle repartait encore sur William. Les fiançailles durèrent 3 années pleines, pendant lesquelles nous ne sûmes jamais de quelle façon elle avait connu William et en était devenue si entichée. Elle gardait son secret. Pour ma part, j'incline à penser que la rencontre s'était faite au coin de la rue où le révérend Beau officie en plein vent, le dimanche, après l'office du soir. Les amoureux avaient coutume de volter comme des papillons autour de la lampe à pétrole qui présidait à ces édifiantes réunions. Et je me représente Jane debout là, entamant des cantiques qu'elle chantait de mémoire ou qu'elle inventait, si bien qu'elle en oubliait de rentrer pour souper. William l'abordait avec un « Tiens, tiens ». « Tiens, tiens, vous aussi », répondait-elle. Et ayant ainsi satisfait à l'étiquette, il poursuivait la conversation. Euphémie a l'impardonnable faiblesse d'écouter les bavardages de ses domestiques. Aussi ne tarda-t-elle pas à entendre parler de William. « C'est un jeune homme tellement comme il faut, madame. » Ignorant le rôle que pouvait jouer cette nouvelle relation de Jane, ma femme s'informa plus avant de ce William. Jane lui donna des précisions. Il est garçon en second chez Ménard, le marchand de nouveautés, et il gagne 18 shillings, presque 1 livre par semaine, madame. Et quand le premier garçon s'en ira, il sera premier garçon. Ses parents sont des gens très bien, madame, pas des ouvriers. Son père était fruitier, madame, et il avait une loupe sur la tête, et il a fait faillite 2 fois. Une de ses sœurs est dans un hospice d'incurable. Ce sera un très bon parti, madame, pour une orpheline comme moi. Vous êtes donc fiancée ? Pas encore, madame, mais il a commencé à faire des économies pour m'acheter une bague, une améthyste. Eh bien, Jane, quand vous serez régulièrement fiancée, vous pourrez l'amener ici le dimanche dans la journée et vous prendrez le thé avec lui dans la cuisine. Ma femme se fait une idée très maternelle de ses obligations envers sa bonne. Bientôt la bague d'améthyste se promena dans toute la maison avec une certaine ostentation même. Et Jane trouva une nouvelle façon de présenter les plats, grâce à laquelle l'anneau restait toujours en vue. L'aînée des Mrs. Maitland s'en montra fort choquée, et elle fit observer à ma femme que les bonnes ne devaient pas porter de bague. Ma femme consulta là-dessus plusieurs ouvrages. N'y ayant pas trouvé cette prohibition, elle permit à Jane cette joie ajoutée à son bonheur. L'objet des attentions de Jane me paraissait être ce que les gens bien pensants appellent un garçon très méritant. Un jour, Jane vérifiait le compte des bouteilles de bière. « William, madame, dit-elle tout à coup en dissimulant mal sa satisfaction. William ne boit pas, ni bière, ni alcool, et même il ne fume pas. Fumer, madame, ça fait tellement de saleté partout, sans compter l'argent que ça coûte. Et puis l'odeur. » Elle disait cela du ton de quelqu'un qui s'attend à une secrète approbation, puis s'apercevant probablement que son raisonnement était un peu sévère eu égard au sort moins fortuné d'Euphémie. « Pourtant, ajouta-t-elle, je pense que c'est nécessaire pour certaines personnes. Je suis sûre que monsieur est un ange quand il fume sa pipe, comparé à d'autres moments. » William se présenta d'abord sous l'aspect d'un personnage assez râpé, qui s'endimanchait d'un complet noir de confection.
Il avait des yeux gris larmoyants et le teint qu'il faut quand on a une sœur dans un hospice d'incurables. Au début, il ne plut pas énormément à Euphémie. Son air, comme il faut, était attesté par un parapluie d'alpaga dont il ne se séparait jamais. « Il va à l'église, madame. Son papa... » « Son quoi, Jane ?»« Son papa, madame, fréquentait l'église anglicane. Mais M. Ménard est calviniste évangélique, et William croit politique d'aller à sa chapelle, madame. Quand ils ne sont pas trop occupés, M. Ménard lui parle très amicalement de la façon d'utiliser tous les bouts de ficelle et du salut de son âme. M. Ménard est plein d'attention pour William parce qu'il prend soin des bouts de ficelle et de son âme, madame. Puis nous apprîmes que le premier commis de chez Ménard était parti et que William avait été promu à ce grade aux appointements de 23 shillings par semaine. Il est, comme qui dirait, le supérieur du garçon livreur qui est marié et qui a 3 enfants. Tout enivrée d'orgueil, Jane promit de nous recommander auprès de M. William pour que nos commandes chez Ménard nous fussent livrées avec une rapidité exceptionnelle. Après cet avancement, le promis de Jane connut une prospérité de jour en jour grandissante. Une fois, nous fûmes informés que M. Ménard avait donné à William un livre. « Ça s'appelle « Aidez-vous vous-même », précisa Jane. « Mais ce n'est pas un livre drôle. Ça vous enseigne comment il faut faire pour réussir en ce monde. Et William m'en a lu des passages qui étaient charmants, madame. » Euphémie me raconta tout cela en riant, puis devenant tout à coup sérieuse. « Sais-tu, mon ami, reprit-elle, Jane m'a dit une chose qui m'ennuie. Après un moment de réflexion, elle m'a déclaré à brûle-pourpoint. William est bien supérieur à moi, madame, n'est-ce pas ? Je ne vois rien d'alarmant à cela, répliquai-je. Mais mes yeux devaient s'ouvrir plus tard. Un dimanche après-midi, j'étais assis à mon bureau, peut-être lisais-je un bon livre, quand une ombre passa près de la fenêtre. Un cri de surprise partit derrière moi et je vis Euphémie joignant les mains, les yeux écarquillés. « Georges, dit-elle d'un air éberlué, as-tu vu ?» Et nous nous exclamâmes en même temps sur un mode lentement solennel. « Un chapeau de soie, des gants jaunes, un parapluie neuf. C'est peut-être une idée, mon ami, mais sa cravate est tout à fait comme la tienne. Je crois bien que Jane l'entretient de cravate. Il y a quelque temps, elle m'en a raconté de quoi remplir des volumes sur les vêtements que tu ne mets plus. Monsieur a de jolies cravates, madame. Le soupirant copie tout ce que tu as de neuf. » Le jeune couple repassa devant notre fenêtre au cours de sa promenade habituelle. Ils se donnaient le bras. Jane avait l'air béatement fière et heureuse, engoncée d'ailleurs et portant des gants de coton blanc tout neufs. Quant à William, son chapeau de soie lui donnait un air singulièrement distingué. Le bonheur de Jane atteignait alors son apogée. Quand elle revint, ce jour-là, elle annonça. « Monsieur Ménard a parlé à William, madame. Il va servir la clientèle pendant la prochaine vente, comme les petits messieurs du magasin. Et s'il réussit, on le nommera chef de rayon, madame, à la première occasion. Il fera tout pour réussir, madame, et s'il n'y arrive pas, il dit que ce ne sera pas par faute d'avoir essayé. Monsieur Ménard l'a pris en grande amitié. Il réussira, Jane. »« Oui, madame, » reprit Jane rêveuse, « il réussira. » Puis elle poussa un soupir. Le dimanche suivant, en prenant le thé, j'interrogeai ma femme. « Pourquoi, ma chérie, ce dimanche-ci ne ressemble-t-il pas aux autres dimanches ? Qu'est-il arrivé ? As-tu changé les rideaux ou modifié l'ameublement ? Ou bien y a-t-il ici quelque indéfinissable différence ? As-tu noué tes cheveux d'une autre façon sans m'en avertir ? Je sens bien quelque chose d'insolite autour de moi. Mais du diable, si je puis savoir ce que c'est. » Alors ma femme prit sa voix la plus tragique pour me répondre.
George, ce William n'est pas venu aujourd'hui. » Et Jane là-haut pleure toutes les larmes de son corps. Dès lors, ce fut le silence. Jane, comme je l'ai déjà dit, cessa de chanter. Bien plus, elle apporta un soin attentif dans la manipulation de nos objets fragiles, ce qui pour ma femme était le plus funeste présage. Le dimanche d'après, et l'autre encore, Jane demanda à sortir pour se promener avec William. Ma femme, qui n'appelle jamais les confidences, donna sa permission sans poser de questions. Chaque fois, Jane revint, les joues rouges et l'air très résolu. Enfin, un jour, à propos de linge de table, elle se fit plus communicative. « William se laisse entraîner, » fit-elle brusquement avec un sanglot dans la voix. « Oui, madame, c'est une modiste et elle sait jouer du piano. »« Je croyais que vous étiez sortie avec lui dimanche. »« Pas avec lui, madame. Derrière lui. Je marchais à côté d'eux et je lui ai dit à elle qu'il était fiancé avec moi. »« Pas possible, Jane. Vous lui avez dit cela ? Qu'ont-ils répondu ? » ?»« Ils n'ont pas fait plus attention à moi que si je n'existais pas. Aussi, je lui ai promis qu'elle s'en repentirait. » « Cette promenade n'a pas dû être très agréable pour vous, Jane. »« Ni pour personne, madame. Je voudrais bien savoir jouer du piano, madame. Mais en tout cas, je n'ai pas l'intention de me le laisser enlever par elle. Elle est plus vieille que lui, et ses cheveux ne sont pas blonds jusqu'à la racine, madame. » Ce fut vers les fêtes du 15 août que le moment critique arriva. Nous ne connaissons pas par le menu tous les détails de l'orageuse discussion, mais seulement quelques fragments de la scène que laissa échapper la pauvre Jane. Elle rentra ce jour-là couverte de poussière, tout enfiévrée et le cœur débordant. La modiste, sa mère et William étaient allés en bande au musée de South Kensington, si je me souviens bien. Toujours est-il que Jane, très calme, mais décidée à tout, les avait accostés dans la rue à un moment donné et s'était mise en devoir, au mépris de toute rhétorique, de revendiquer ce qu'elle considérait comme son inaliénable propriété. Elle avait été, je crois, jusqu'à vouloir entraîner son fiancé de force. Il s'était conduit vis-à-vis d'elle de la façon la plus froissante. Ils avaient hélé un taxi. Ce fut un scandale. William arrachait des mains de notre Jane répudiée et hissé dans le véhicule par sa future et par sa belle-mère. Il y eut même des menaces de la faire arrêter. « Ma pauvre Jane !» s'écria ma femme, mettant à découper des tranches de veau toute l'énergie farouche qu'elle aurait mise à traiter William de la même manière. « C'est honteux de leur part. À votre place, je ne voudrais plus entendre parler de lui. Il n'est pas digne de vous. »« Non, madame, ce n'est pas de sa faute. Il est si faible. Mais c'est cette femme. » Jamais elle ne put se résoudre à désigner cette femme par son nom, non plus qu'à la considérer comme une jeune fille. « Je ne peux pas croire, reprit-elle, qu'il y ait des créatures capables d'une audace pareille. Vous volez comme ça votre homme. Ça me fait du mal d'en parler. » Dès lors, on n'entendit plus le nom de William dans la maison. Mais quelque chose dans les façons de Jane, à la voir frotter la porte d'entrée ou balayer le parquet, un pli méchant au coin de la lèvre, me donnait la conviction que tout n'était pas fini. « S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais aller assister à un mariage demain ?» demanda Jane un beau matin. D'instinct, ma femme devina de quel mariage il s'agissait. « Pensez-vous que cela soit bien raisonnable, Jane ? Je voudrais le voir une dernière fois. » Ma femme entra dans ma chambre 20 minutes environ après le départ de Jane. « Mon ami, me dit-elle, Jane a été prendre dans le cabinet toutes nos vieilles chaussures abandonnées.
les a mises dans un sac et les a emportées au mariage. Elle ne peut certes pas avoir l'idée. Jane fait preuve d'énergie, interrompis-je. Espérons que tout se passera pour le mieux. Jane revint. Elle était pâle, les traits durs. Le sac paraissait renfermer encore son contenu. Ma femme eut un soupir de soulagement. Nous entendîmes la délaissée monter l'escalier et remettre en place les chaussures avec une satisfaction bruyante. « Il y avait foule au mariage, madame », raconta-t-elle plus tard sur le ton de la conversation ordinaire, en venant s'asseoir dans la cuisine pour éplucher les pommes de terre. Et quel beau temps ils ont eu. Elle entra ensuite dans une quantité de détails, évitant visiblement de mentionner un incident saillant. C'était très beau, madame, et très imposant. Il avait l'air si bien, madame, et il y avait un tapis rouge par terre comme pour les gens du monde. Et on a vu qu'il a donné 4 shillings à la quête, madame. Ils avaient un vrai landau, pas un fiacre. À la sortie de l'église, les invités leur jetaient du riz et les 2 petites sœurs de la mariée des fleurs. Et quelqu'un a lancé une pantoufle. Alors moi, j'ai lancé une bottine. Vous avez lancé une bottine, Jane ? Oui, madame. Je l'avais visée, elle. Mais c'est lui qui a été touché. Oui, madame, et dur. Puis après, un silence. Je suis fâché que ça l'ait attrapé lui. Elle s'arrêta de nouveau. Entre ses mains, les pommes de terre dansaient avec des saccades désordonnées. Ah, c'était un jeune homme trop bien pour moi, madame. Et puis, elle l'a détourné. Les pommes de terre étaient plus qu'épluchées. Jane, avec un gros soupir, se leva brusquement et laissa tomber la bassine sur la table. Après tout, je m'en moque pas mal, poursuivit-elle. Je m'en moque pas mal. Il reconnaîtra bientôt son erreur. C'est bien fait pour moi. J'étais aveugle. Je n'aurais pas dû viser si haut. Et je suis contente que les choses soient comme elles sont. Ma femme dans la cuisine surveillait quelques plats difficiles. Après la confession de la chaussure, elle observait avec un regard consterné le dépit de la pauvre Jane. Mais j'imagine qu'elle ne tarda pas à adoucir l'expression de ses yeux profonds qui rencontrèrent alors ceux de Jane. « Oh, madame !» s'écria la pauvre fille d'une voix étrangement altérée. « Pensez à tout ce qui aurait pu être. Madame, j'aurais été si heureuse. J'aurais dû savoir, mais je ne savais pas. Vous êtes bien bonne, madame, de me laisser causer comme ça, parce que c'est dur pour moi, madame. C'est bien dur. » Et je gage que Fémie s'est même oubliée au point de permettre à Jane d'épancher un peu du trop-plein de son cœur sur une épaule sympathique. Mon Euphémie, Dieu merci, n'a jamais su exagérer la nécessité de garder les distances. Or, depuis cet accès de larmes, Jane n'a plus cette expression d'amertume qui se trahissait dans la façon de vaquer à sa besogne. Il s'est même passé quelque chose l'autre jour avec le garçon boucher. Mais ceci sort du domaine de notre histoire. Jane est encore jeune d'ailleurs. Le temps la distraira. Et puis, n'avons-nous pas tous ? Du reste, j'ai beaucoup de peine à croire à l'existence de chagrins qui ne guérissent jamais. Bonne nuit. Bonne nuit.